Ouais, fort. Féminité, féminisme. Fantastique. Sexe féminin. Féministe. Féminin. Femme. Fantastique. Fabuleuse. Forte. Frère. Sexe féminin. Fabuleux. Cette vidéo, elle reflète pas mal une réalité, je pense, une triste réalité. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent en insécurité dans les transports en commun. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on peut partager les usagers, on est aux alentours de 60 à 40%. Donc 60% de femmes et 40% d'hommes. Et malgré cette majorité féminine, en fait, il y a un sentiment d'insécurité qui est bien présent. Et en fait, notre but à nous, c'est de faire en sorte de ne pas faire disparaître, mais vraiment de trouver des moyens pour minimiser ce sentiment d'insécurité et redonner une confiance en fait aux usagers par rapport à ça. Je pense que pour moi la tenue n'est pas une protection et d'ailleurs ça a été prouvé que n'importe qui peut se faire harceler ou violer, la tenue ne change rien. Il n'y a pas de tenue de victime comme il n'y a pas de tenue d'agresseur finalement. Donc, effectivement, on peut agir sur tout ce qui est matériel, c'est-à-dire que par rapport à l'urbanisme, il peut y avoir par exemple des arrêts qui sont très proches des routes. Quand les arrêts de bus sont trop proches de la route et que par exemple cette route-là elle est souvent fréquentée, qu'il y a souvent des bouchons, il arrive que certains commentaires puissent sortir de ces voitures. On peut réaménager cette route, on peut casser des trottoirs, on peut rajouter des lampadaires pour ajouter un sentiment de sécurité, on peut ouvrir des espaces pour éviter de faire des ruelles trop étroites, mais le souci, pour moi, il n'est pas dans l'environnement en fait, c'est la mentalité elle-même qu'il faut changer. C'est la vision de la femme et la considération de la femme. Effectivement, donc il y a un pourcentage de masse féminine dans le monde du jeu vidéo qui est énorme. Et en fait, il y a aussi du harcèlement de rue dans les jeux vidéo. Donc c'est terrible de se dire que... je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un MMO. Alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, les lettres. Mais en gros, c'est un jeu qui est ouvert au monde entier, où des joueurs peuvent se rejoindre tous sur un même serveur. Et en fait, on va pouvoir jouer ensemble. Et en général, ça a des notions de RPG, donc de roleplay. Donc incarner un personnage, le faire évoluer et vivre une histoire avec ce personnage et pouvoir jouer avec plein d'autres joueurs en même temps, à différents endroits du monde. Et en fait, dans ces jeux-là, quand on a un personnage féminin, donc un avatar, on peut remarquer qu'il y a du harcèlement de rue qui est en ligne, parce que quand on a soit un pseudonyme ou un avatar référencé comme féminin, on va recevoir une tonne de messages privés. Coucou, ça va, qu'est-ce que tu fais, je peux apprendre à te connaître. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que du coup, il suffit de demander à un copain avec qui on joue, dire maintenant, ton avatar, tu le mets en femme, tu prends un pseudo de femme et tu me dis ce que t'en penses. Et j'en connais plein des mecs qui m'ont dit, mais c'est quoi ce bordel ? En fait, aujourd'hui, on a un manque sincère, je pense, dans l'empathie.
On voit la femme comme une femme, on ne voit plus la femme comme un être vivant, un être humain. Une personne qui va faire une réflexion, une fois, sur une femme, il ne va pas se rendre compte puisqu'il le fait une fois. Il n'y a pas ce caractère répétitif en fait, du harcèlement qui est de dénigrer et d'humilier une personne. Si la personne le fait une fois, elle ne se rend pas compte qu'elle harcèle. Mais peut-être que la victime, elle, c'est peut-être la première, la deuxième, la troisième fois dans sa journée, dans sa semaine, dans le mois, en fait, on ne sait pas. Et c'est ça le problème. Dans ce cas-là, les personnes qui font cet acte-là ne le voient pas, ou ne le considèrent pas comme tel, mais c'est la victime qui le ressent. C'est vraiment un truc que j'ai appris au fil des années, c'est ce qu'adorent les hommes en fait, c'est montrer que la femme est complètement paralysée en face. Y compris dans la rue, si vous vous faites attaquer par un gars qui vous court, enfin moi ça m'est arrivé qu'un exhibitionniste ou n'importe quoi, mais moi je hurle « Mais pourquoi tu me montres ta bite qu'est-ce que tu veux? Ah ben dis donc, elle est pas grosse !» N'importe quoi, mais je suis aussi ordurière que le gars. Et là, c'est la meilleure façon pour que la personne parte en courant, hyper gênée, parce que en fait, ce qui fait bander et jouir ces gens-là, c'est qu'on soit paralysé. Donc, ne surtout pas être paralysé. Donc, dans le monde du spectacle, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais en même temps, ça peut être pareil quand même parfois. Non, mais voilà, dans cette espèce de plaisir du rapport de force employé, patron, de jouer avec ça. Encore plus dans ces milieux, c'est sûr. Mais voilà, il faut se défendre pareil. Hein. Salut! Comment ça se fait que t'es en retard? Oh mais j'ai pris l'autre bus, il y avait un mec à l'arrêt du bus qui me regardait trop bizarrement et du coup ça m'a fait trop peur. Du coup j'ai pas pris le bus et j'ai attendu le suivant parce que j'avais peur quoi. Merde, mais va peut-être falloir t'habituer si tu veux devenir hôtesse de l'air. Bah de toute façon je pense que je veux pas faire ce métier. Comment ça? Tu veux plus? Non, c'est pas que je veux plus, c'est que je peux pas. Je suis sûre de toute façon qu'ils vont pas aimer mon foulard comme d'habitude. Hein. En même temps, paye ton milieu, tu dois porter un tailleur, des jupes grises avec des couleurs ni trop foncées ni trop pétantes, des talons entre 7,5 cm et 8,5, bref, moi ça me saoule. Un modèle Instagram quoi. Ah non, parle-moi pas d'Instagram. Enfin, j'en ai marre de voir ces gens qui suivent un modèle, un standard, non, enfin... Ouais, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, toi ça te choque pas? Du coup, par rapport au fait de comment je me sens aujourd'hui dans mon travail et qu'est-ce qui a pu me déplaire quand j'ai pu avoir des expériences passées, ce qui s'est passé en fait quand j'ai pu travailler dans le jeu vidéo et aussi en cybersécurité, c'est qu'il y a eu des comportements qui sont condamnables aujourd'hui. Après, c'était il y a 2 ans, donc il n'y avait pas toute cette communication qu'on a aujourd'hui qui est aussi ouverte et qui pousse les gens à parler. Et il se trouve que pour ma première expérience, j'ai eu carrément des cas de harcèlement, hein, clairement, dans des after-work avec des personnes qui proposaient des faveurs sexuelles, des choses vraiment, voilà. Donc ça a été remonté, mais le problème c'est que c'est bien si ça remonte, mais s'il n'y a pas d'action concrète derrière... Donc il y a eu ce genre de comportement, il y a eu beaucoup de remarques quand j'arrivais le matin sur comment j'étais habillée, maquillée, coiffée, que ça m'allait bien les petits nœuds dans les cheveux, enfin bon, des remarques qu'on ne fait pas aux garçons quoi. Donc évidemment, ma première expérience, on était je crois 5 femmes sur un studio de 60 personnes. Donc voilà, on se sentait un peu en sous-nombre. Là où je travaille aujourd'hui, on est quand même plus de femmes. Alors bon, moi dans mon équipe, je suis la seule femme, mais j'ai des collègues qui sont très respectueux, il n'y a pas de problème. Dans le théâtre, le machisme il s'exprime par le fait qu'il y a quand même très peu d'institutions nationales, de théâtre national qui sont dirigées par des femmes. Il y a très peu de crédits qui sont alloués à des femmes. Et puis après, donc souvent les metteurs en scène sont des hommes. Et alors après, il y a des choses plus ou moins compliquées entre les hommes et les femmes.
entre les metteurs en scène et les actrices. Et il se trouve que dans ma seconde expérience, là où ça a été compliqué, que j'ai mal vécu, c'est surtout des hommes qui ne voulaient pas me parler. Et quand je leur posais des questions par rapport à mon travail, donc en fait, vu que je fais de l'ergonomie, il faut que je sonde un petit peu les besoins des personnes avant de proposer une solution. Et du coup, forcément, je vais voir les profils techniques, je leur demande, voilà, toi dans ton utilisation tous les jours, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te manque, etc. Et la personne, je lui posais les questions et elle répondait à mon homologue masculin à côté. J'avais l'impression de devoir en faire plus pour m'imposer, puis j'avais l'impression que de toute façon, en plus j'étais stagiaire, donc c'est un statut qui est encore plus précaire que quand on est en CDD ou CDI. Et oui, j'avais l'impression que de toute façon, il fallait que j'enfonce des portes, en fait, que je force les choses pour pouvoir avoir une place, en fait. Mais ça, je l'ai surtout ressenti en cybersécurité, un petit peu moins dans le jeu vidéo, parce qu'on va dire que dans le jeu vidéo, les personnes avec qui on travaille, ils te considèrent pas comme étant inférieur, en fait, même s'ils ont un poste qui est au-dessus de toi. En général, c'est très horizontal. Ce qui est en cybersécurité, là où j'étais, en tout cas, c'était un peu à l'ancienne. Donc, ouais, là, c'était un peu plus dur de faire un peu son trou. Mais après, comme j'étais la seule à faire ce métier-là, ils étaient bien obligés de m'écouter. Donc, Donc le sexisme bienveillant, finalement, ça consiste à adopter une attitude un petit peu, je dirais, un peu paternaliste, mais pas que, à l'égard d'une femme. C'est-à-dire, on va les maintenir dans un état de subordination. Et en même temps, on va bien leur faire comprendre qu'elles sont dépendantes des hommes. Typiquement, par exemple, on va lui donner à faire que des tâches subalternes. Mais on va lui donner à faire des tâches subalternes. En fait, on va le justifier en disant que c'est pour la protéger. Hein, c'est pour la protéger. On va la cantonner à des tâches peu valorisées. Par exemple, pendant une réunion, c'est elle qui va aller faire le café. Voilà. Mais après, on va lui refuser certaines promotions parce qu'on va estimer que pour elle, ça va être trop dur. Hein, ça sera trop difficile. Non, vous ne pouvez pas être chef de projet, il faut quand même coordonner une équipe, et puis vous allez avoir des réunions tard le soir. Puis bon, en plus, il se trouve, on sait que vous avez des enfants, on ne va pas vous imposer ça. Donc du coup, la promotion, elle ne l'aura pas. L'avantage du quota, c'est quand on légifère, ça peut effectivement changer très vite la visibilité des femmes. Mais au fond, dans un conseil, par exemple, d'administration, on sait très bien qu'on a des femmes de paille. On a des plantes vertes. C'est horrible cette expression, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, ok, on se conforte, l'entreprise va dire, bon, la loi nous impose, si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des pénalités même financières. Peut-être que ce qui est prévu dans la loi Copé-Zimmermann, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des jetons de présence qui ne seront pas distribués, ou on peut peut-être bloquer des nominations si on n'a pas effectivement introduit autant de femmes qu'on aurait dû le faire dans ces conseils d'administration. Donc on a ces femmes de paille, mais ce n'est pas pour autant qu'au moment d'une discussion dans le conseil, on va tenir compte de la vie de ces dames. Et ce n'est pas pour autant que les femmes auront un espace où elles pourront réellement s'exprimer et faire bouger les choses. Donc si vous voulez, il y a deux choses. Il peut y avoir effectivement un côté un peu incitatif par la loi, par l'introduction de quotas, puis c'est quand même un signal qu'on envoie au sens de la théorie des jeux à tout le monde, en disant, attendez, c'est une question importante, regardez, il n'y a pas assez de femmes, etc. Mais il faut absolument travailler sur les relations hommes-femmes, et il faut absolument travailler sur les mentalités pour faire évoluer ça. La question de la part des femmes dans l'entreprise ou à l'université, etc., ça ne va pas se régler du jour au lendemain, simplement parce qu'on a introduit des quotas. C'est bien une histoire de relations entre les hommes et les femmes qui font que les relations peuvent changer et que les femmes vont pouvoir s'exprimer et prendre part à 100% de la vie de l'entreprise, des actions, etc. Attends, c'est quoi ce cliché? Je sais pas, je comprends pas très bien la blague en fait. C'est un peu à ça que les mecs pensent quand ils parlent de beurette. Mais en fait, je comprends pas, ça vient d'où ce terme? Genre, beurette, c'est à la base du genre de féminin de beurre, qui est en fait genre arabe.
Le premier mot que tu tapes, quand tu tapes sur Google, t'as que des sites porno. Ça, t'as un hashtag qui est sorti sur Twitter. Je suis pas tabourette. C'est lié à l'hypersexualisation des femmes, mais des femmes racisées, justement. Ce mot-là, il est ultra sexualisant, très péjoratif, et poste automatiquement la femme dans une position sexualisante, quoi. Elle, soit c'est la fille qui est voilée et qui est soumise, qui est soumise à son mari, soit c'est la meuf, c'est la pute, quoi. Pour déshumaniser les peuples colonisés, ça passait notamment par l'hypersexualisation et intrinsèquement par la bestialisation des pratiques. Les personnes noires sont perçues comme bestiales, féroces, animales. C'est toujours des caractéristiques qui sont vues. Parce que c'est ce qui plaît aussi. Sur Instagram, etc., on voit beaucoup ce genre de choses. Et c'est ce qui est vraiment mis en avant. Et ça nous permet vraiment c'est visible. D'être vu bestial ou quoi, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de négatif là-dedans. Si, justement, je trouve quand même c'est négatif parce que les personnes racisées, ou par exemple elle parlait des Noirs, en général, on leur nie tout côté intellectuel et on les voit juste à travers leur corps. Et ça, c'est lié à l'esclavage, où pour eux, c'était juste. On choisissait les caractéristiques, c'était juste tout fixé sur le corps et pas sur l'intellectuel. Comment on peut changer les choses, du coup ? En expliquant que cette vision des corps est à la fois colonisée et c'est colonialiste, mais surtout qu'il faut en ressortir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont souffert. Je pense notamment à, je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Soche. C'est la Vénus noire qui en fait avait une hypertrophie des fesses et a été déportée en Europe, notamment en Angleterre et en France, et a été exposée dans des zoos humains. Et cette femme a été la représentation de la femme africaine, mais elle était à la fois bestialisée parce qu'elle avait juste un pagne et souvent elle était juste représentée nue. Elle a servi de prostituée, elle était constamment droguée. Sa vie a été assez horrible, mais ça a été la représentation de la femme africaine. Quand on regarde bien, ça a eu des conséquences très lourdes sur la suite, sur comment sont traitées les femmes noires jusqu'à présent. Si tu demandes à n'importe quelle femme noire, ou pas que, quels sont ses commentaires qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, sur Tinder, la manière de dater, c'est toujours dans une inégalité, toujours soit ça sera un rapport de fétichisation, c'est-à-dire adoration des clichés et caractéristiques juste sexuelles, mais je ne veux pas dire caractéristiques sexuelles, c'est plutôt genre la perception de l'autre par rapport à ton propre corps qui fait que t'es plus une personne humaine, t'es la projection, t'es la projection ou l'objectif, ton corps est objectifié puisqu'il n'a plus d'essence par lui-même. Je pense que les zoos humains en France aussi ont perpétué cette idée de corps, d'un corps noir en fait. On voit les personnes noires qu'à travers leur corps et c'est ce côté un peu genre animal en fait, on les met dans des zoos comme si c'était des animaux. Par exemple, les femmes noires, on les appelle les gazelles, le côté animal, et on leur nie tout le temps ce côté un peu humain, singularité. La parole des personnes racisées, notamment des femmes racisées, sera moins entendue, notamment quand il s'agit de violences sexuelles, parce que on les considère à cause de ce corps qu'on sexualise très tôt et de manière très violente, on les considère comme âgés plus vite, on les considère comme matures plus vite. C'est un contrôle social sur ton corps et une perception de ton corps qui vient des autres. L'hypersexualisation passe par toutes ces étapes en fait, parce que dès que la personne cherche à te contrôler juste à travers son regard et tes actions et comment tu dois te mouvoir, comment tu dois te comporter, comment tu dois être présent dans la société,
Enfin, c'est lourd de sens. Déjà, être une femme, je trouve que c'est dur. Si en plus de ça, on rajoute la charge raciale, c'est encore beaucoup plus difficile en fait d'affronter ça. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est... Oui. C'est pour ça que tu t'es sentie ce matin, je sais qu'avec ce mec là qui te regardait bizarre, c'est justement ce que tu ressentais. Parce que je me suis posé la question. Tu peux regarder bizarre un peu tout le monde, tu vois. Bah oui, je me posais la question si c'était pas, je sais pas, à cause de mon foulard. Parce que la sexualisation aussi des femmes qui portent le foulard, c'est aussi quelque chose de très présent dans la société. On a toujours ce cliché, si on s'habille comme ci, on va pas nous regarder si on s'habille comme ça, alors que non, ça ne veut rien dire en fait. C'est des choses qui concernent toutes les femmes, et c'est aberrant en fait. Ouais, mais ouais, je comprends mieux. Pour moi, c'était une vidéo éducative du coup. Si j'ai bien compris le scénario, les deux personnes non blanches, du coup, elles expliquaient à la personne blanche l'hypersexualisation et leur vécu et leur ressenti un peu de la situation. Parce que la personne apparemment ne comprenait pas réellement, elle ne voyait pas ça réellement comme négatif. Donc oui, quand on est concerné, on n'apprend pas des choses importantes, mais on est validé plutôt dans nos expériences. Et elle permet, oui, aux gens qui ne le vivent pas ou ne le comprennent pas spécialement de comprendre, parce que du coup, les deux personnages ont su placer les mots justes sur les événements. Il y a des témoignages qui disent on complimente une personne sur sa couleur de peau, ta couleur de peau, couleur café, etc. Des trucs qui ne se disent pas en fait, qui sont très déplacés. Ensuite, ça va sur les formes du corps. Après, moi, je trouve aussi que c'est malsain parce que, par exemple, les formes des femmes noires, en tout cas le stéréotype des formes, ça va juste être une fascination, une découverte en fait. On ne va pas réellement apprécier ce corps, mais c'est juste, en fait, c'est juste une découverte, un test en fait, juste expériencer, voir, savoir, etc. Mais après, on ne va pas réellement non plus aimer ces formes-là, parce qu'en tout cas, moi ce que je vois, c'est que l'idéal en tout cas, même si sur Instagram on idéalise beaucoup les formes, je ne pense pas que dans la vie, dans la réalité, ce soit pareil en fait. L'hypersexualisation, elle tient son origine dans la période esclavagiste et coloniale, puisque tout simplement dans la période esclavagiste, les personnes noires, elles étaient vues comme des objets pour travailler, des objets qu'on exploitait, en fait, des meubles, et juridiquement elles étaient qualifiées comme telles, mais elles étaient aussi vues par les maîtres blancs comme des objets sexuels en fait. Et à cette période, il y avait énormément de violences sexuelles, et simplement ces violences-là, il fallait les justifier, et donc il fallait trouver un responsable, et le responsable, ça ne pouvait pas être la personne blanche, et donc souvent dans les écrits qu'on retrouve de cette époque, les personnes noires, elles vont être décrites comme des personnes aux mœurs légères, comme des êtres très sexuels, et à un très jeune âge, on va décrire les femmes comme faisant des avances, et simplement les maîtres blancs à y céder parce que c'est des êtres humains, et donc on les place en responsables, et on les fait passer pour des personnes avec une sexualité débridée. De nos jours même, il y a ce qu'on appelle le yellow fever, qui est, tu vois, cette fascination pour les corps asiatiques en fait. Et en fait, ces femmes asiatiques n'ont rien demandé, en fait, c'est juste la projection des stéréotypes qu'on a, on les voit dociles, etc. Et même pendant la période de la colonisation, etc., je sais qu'il y a les colons, quand ils s'installaient par exemple en Indochine, ils mariaient des femmes asiatiques, etc., qui étaient beaucoup plus dociles que la femme noire, qui est beaucoup plus hystérique, j'imagine. Ces clichés, en fait, ils servent aussi à vendre, à faire du marketing. Par exemple, dans l'industrie musicale, on utilise beaucoup l'hypersexualisation des femmes racisées pour vendre un produit, pour vendre une musique, ou bien même faire de la pub à la télé. Femmes sexualisées dans les jeux vidéo, c'est parce que l'objectif premier, il est de faire vendre à des publics qui sont en tout cas pensés comme masculins, hétérosexuels.
lorsqu'on s'adresse à un public masculin, pour vendre aux hommes, eh ben, on leur vend des corps féminins. Et ça, c'est bien avant le jeu, bien au-delà du jeu, un petit peu pour tous les produits. Et donc, évidemment, les corps féminins sont mis en avant dans les jeux, avec un regard très masculin, notamment ce qu'on appelle... ce que la théoricienne du cinéma qui s'appelle Laura Mulvey a théorisé dans les années 70 en appelant le male gaze, le regard masculin, qui indique que le regard qui est porté sur le corps des femmes n'est pas neutre, c'est un regard qui est masculin, hétérosexuel, et qui regarderait un corps masculin extrêmement différemment. Des mises en avant, effectivement, donc avant tout dans les jeux, et puis ça peut arriver effectivement dans des publicités pour les jeux, avec parfois des choses qui peuvent être quand même assez extrêmes, avoir vraiment le corps féminin qui est complètement exagéré et qui est filmé sans la tête, où c'est vraiment juste, on va dire, les seins et les fesses du personnage féminin qui intéresse la caméra. Au cœur de nos discussions avec les étudiantes, quand on s'est rencontrés, il y a vraiment quelque chose avec comment est perçue ou comment est sexualisée la femme dans la société, dans sa représentation. Comment est-ce que... Et en fait, on en était arrivé à se dire que la féminité ou la représentation de la femme, de la féminité, du côté féminin extérieur de la féminité, en fait, c'était d'abord voulu par les hommes. Et que qu'est-ce qu'il y avait de vraiment profondément désiré par les femmes dans l'extériorité de leur féminin, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. On peut se sentir femme de l'intérieur sans coller aux clichés stéréotypés qui vont venir plutôt des hommes en fait, du féminin, rouge à lèvres, talons hauts et machin truc. Même si on peut aussi avoir envie de mettre du rose et des talons hauts, mais pour soi et pas pour plaire. Si la pop culture d'une époque n'a quasiment que des personnages masculins en tant que héros, extrêmement peu de personnages féminins, eh bien ça renvoie à l'idée que les hommes sont plus aptes d'être actifs, d'être en position de héros, d'être décisionnaires, etc. Là où les femmes sont moins sur le devant de la scène, sont moins actives, ont plus besoin des hommes pour exister, sont dans des rôles secondaires, etc. Ça, si vous grandissez toute votre enfance, votre adolescence avec ce type de vision, selon si vous êtes un homme ou une femme, évidemment, vous allez vous projeter très différemment dans vos opportunités de vie future, selon à quel modèle vous avez été nourri. Un petit exemple un peu rigolo là-dessus, qui ressort souvent sur ce sujet, je crois que c'était en 2012, sont sortis 2 très gros films, Rebelle en français et Hunger Games, tous les 2 comportant une héroïne forte, intelligente, très valorisée, autonome, etc., et qui se bat avec un arc. Et apparemment, cette année-là, les inscriptions au cours de tir à l'arc ont énormément augmenté pour les jeunes filles. Un exemple de la manière dont les modèles qu'on nous propose ont une influence sur nos décisions, consciemment ou généralement inconsciemment. Femme debout, en fait, c'est le titre d'un spectacle qui s'est construit, mais qui ne se donnera pas en représentation cette année, mais en mars 2022. Donc, dans ce spectacle, il y a à la fois des extraits de textes écrits et il y a surtout des témoignages d'étudiantes au sujet du féminin, de leur lien féminin au quotidien. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Femme debout ? Parce que pour moi, le fait d'être debout, ça implique qu'on assume, ça veut dire qu'on se tient sur ses 2 jambes, qu'on n'est pas effondré, donc on assume qui on est, ce qu'on a envie de faire. Et voilà, c'est ça que ça veut dire, Femme debout, c'est pas aller forcément jusqu'à la révolte, mais en tous les cas, c'est ne pas céder quand il n'y a pas à céder. Le fait de créer un spectacle, donc Femme debout, à partir de témoignages des étudiantes, donc c'était pour en faire une forme spectaculaire, de récolter des témoignages, mais c'était aussi d'ouvrir la parole sur ce qui pouvait avoir besoin d'être dit ou être mis en conscience.
et que effectivement c'est dans le même trajet que ce qui a pu se faire avec MeToo. Mais c'est aussi c'était une façon pour moi de créer en fait des espaces de sororité, des espaces de cercle, dans lesquels les étudiantes pouvaient juste entendre que d'autres étudiantes vivaient des choses similaires, juste se sentir moins seules, sentir que effectivement quand on est ensemble dans la sororité, alors on peut vraiment rester debout parce que on a la capacité de répondre en fait. Je pars du principe où j'ai pas à éduquer les gens. En fait, j'ai arrêté d'essayer d'éduquer les gens parce que pour moi on est en 2021. Il y a des livres, il y a la bibliothèque, il y a Internet. Donc si on est un adulte, surtout qui a fait des études et qui ne vit simplement pas dans une grotte, en fait, on ne peut pas se permettre de croire à tous ces clichés alors qu'il y a un millier de contre-exemples. Donc, voilà, moi je trouve qu'à un moment donné, on n'est plus obligé de se donner le devoir d'éduquer les personnes parce que à ce stade-là, pour moi, l'ignorance est un choix en fait. Il y a aussi également une charge mentale parce qu'on doit se comporter d'une certaine façon en fait pour éviter aussi ces agressions. Par exemple, s'il faut éviter de porter un vêtement, on le fera parce qu'en fait, on n'a pas envie de se faire harceler dans la rue. Par exemple, hier, je veux dire un truc, je suis dans ma voiture. Voilà, je double quelqu'un, rien de dangereux, il était à l'arrêt, mais je lui passe devant peut-être de manière un peu rock'n'roll, mais vraiment à peine. Le gars me fait un doigt d'honneur. Putain, mais c'est dingue! Enfin, moi, je n'en reviens pas. Alors, il se trouve que c'est un artisan, donc j'ai noté le nom de sa boîte, je vais faire un mot à son patron, je sais pas quoi. Et après, je me suis dit, ah oui, mais alors il aura mon nom, est-ce qu'il va pas me retrouver? Mais cette peur, mais c'est complètement dingue, c'est presque ça le plus fou. Alors que voilà, j'ai 50 balais, ça va, je pense que je suis à peu près réveillée, je sais me défendre. Mais quand même, de me rendre compte que j'ai cette peur, je trouve ça dingue. Et c'est sûr que je vais faire quelque chose maintenant. Je pense qu'il faut sanctionner et le faire savoir. C'est-à-dire, trop souvent, vous avez des femmes qui n'osent pas porter plainte parce que aussi elles savent que c'est peine perdue et que finalement, autour d'elles, elles ont connu d'autres femmes à qui est arrivé pareil mésaventure. Certaines sont allées jusqu'à porter plainte et puis finalement l'agresseur n'a pas été sanctionné. Donc finalement on se dit à quoi bon? Alors que je pense que si on sait qu'un comportement sexiste, que du harcèlement, qu'une agression, ça a été lourdement sanctionné, ça peut quand même dissuader les harceleurs ou agresseurs potentiels à venir. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mettre sous le tapis. Pour moi, il y a quelque chose qui est terrible, c'est quand dans une institution, alors ça peut être une université, mais ça peut être une entreprise, on dit « non mais attendez, pas de vague, hein, il faut laver son linge sale en famille ». Parce que du coup, dans la tête des femmes qui auront été aussi agressées, ça peut être un frein pour elles à aller porter plainte. Parce que c'est par elles, finalement, que le scandale va arriver. C'est elles qui vont faire qu'on va jeter l'opprobre sur une université, une école ou une entreprise. Mais c'est au contraire, on ne jette pas l'opprobre sur l'institution, au contraire. Le fait de savoir que l'institution est capable justement à la fois de sanctionner et de protéger, parce que c'est bien ça dont il est question, c'est la protection, de protéger tous les gens qui potentiellement peuvent se faire agresser, au contraire, ça donne une certaine aura à cette institution. C'est pas en mettant ça sous le tapis que l'institution s'en sort grandie, bien au contraire. Donc là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Je pense que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une prise de conscience du bain, une espèce de bain culturel dans lequel on baigne les hommes et les femmes, et je pense que les hommes non plus s'en rendent pas vraiment compte à quel point le caractère sexuel est tout le temps sous-jacent pour nous. On est tout le temps en train d'être sollicité, questionné, reprise au sujet de notre physique, ce qu'on ne fait absolument pas pour les hommes. On sait combien c'est difficile de porter plainte. On sait combien quelqu'un qui a été agressé ou harcelé peut être en situation de sidération, peut être en situation de culpabilité. On le fait, on l'a fait culpabiliser. Donc, quelqu'un qui, si on prend ce qui est en train de se passer dans les écoles, par exemple,
une jeune femme où vous avez eu toute la famille qui lui a payé une classe prépa pour intégrer une école. Et la famille, elle est fière de savoir que cette jeune fille, elle a intégré l'école, tout le monde est content. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire que finalement l'école, ça se passe mal, que bon. Ça veut dire que tous les gens qui l'ont aidée, tous les gens qui l'ont supportée, dans la tête d'une victime, elle peut penser qu'elle va les décevoir. Plus tous les phénomènes de culpabilité qu'on a.